Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 24 octobre. Du 24 octobre, nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Alors demain, ce sera la journée nationale du don du sang et nous allons donc revenir sur l'importance du don du sang et puis comment gérer toutes les banques du sang en Algérie, particulièrement en cette conjoncture sanitaire très difficile liée donc au coronavirus Covid-19. Nous allons parler cette matinée sur les BD, donc nous allons revenir un petit peu sur les bandes dessinées. Ce sera avec l'un des BDistes algériens qui ont travaillé et qui ont fait la promotion donc de cet art. Samira Hadjamar, dans sa rubrique, elle reviendra donc sur un patrimoine immatériel cette fois-ci. Il s'agit de Ahlil donc qui est une exécution donc de danse, de chorégraphie qui a été classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Et nous terminerons l'émission avec une thématique qui intéressera beaucoup les parents cette matinée en compagnie de Meissa Bellaroussi puisqu'elle va revenir sur les bêtises. Et oui, les bêtises, c'est quoi? À quel âge? Est-ce qu'on arrête de faire les bêtises à un certain moment? Alors il y a Amina juste à côté de moi qui fait ça avec sa tête, genre oublier qu'on arrête un jour de faire les bêtises, n'est-ce pas? Non. Ah, non. Du tout. Non, du tout. Alors c'est pas la peine finalement d'avoir cet espoir qu'on arrête de faire les bêtises parce que même adieu t'en ont fait. Hein, oui, on en fait, hein, et bien justement, mais ça reviendra sur les bêtises, comment punir les bêtises, comment comprendre les bêtises et surtout comment orienter les enfants. Et bien c'est Meissa qui va s'intéresser à cette thématique en cette matinée. Voilà un peu pour le menu de cette matinée. Vous l'avez compris, Mina Abed est parmi nous ce matin pour les nouvelles du ciel dans un petit moment. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Non, je n'ai pas arrêté de faire des bêtises. On n'arrête jamais en fait. On n'arrête jamais. Non, on n'arrête jamais. Mais bon, peut-être que l'ampleur des bêtises change d'une tranche d'âge à une autre. Exactement. Voilà. Si tu es encore là, Mina, on t'invitera tout à l'heure vers la fin de l'émission. On se racontera peut-être les bêtises qui se font toujours. Et puis Meissa sera là aussi pour nous orienter vers ces bêtises. Pour nous gronder peut-être. Voilà, inverser les rôles. Inverser les rôles. Voilà, alors Mina, ce matin, nous avons été accompagnés quand même d'un soleil un petit peu timide. Il est un petit peu timide le soleil ce matin, caché par quelques nuages, n'est-ce pas? Ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Voilà. Finalement, je n'avais pas besoin de mon parapluie hier. Hein. Il a plu la nuit. Il a plu la nuit. Voilà, il a plu la nuit, donc j'étais déjà à la maison. Mais bon, c'est toujours bon de l'avoir. Voilà. Exactement. Un peu plus de détails? Oui. On y va. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, on notera un petit retour du soleil sur le centre du pays ainsi que sur la partie ouest avec de belles éclaircies. Cet après-midi, un ciel toujours nuageux sur les régions intérieures, nuageux avec des pluies, des orages également vers la partie est. Sur les régions sahariennes, le ciel restera passagèrement nuageux. Sur le nord Sahara, la Saoura dégagée vers l'extrême sud du Hogar et le Tassili, on notera de fréquents soulèvements de sable. Les températures de cet après-midi, eh bien on notera sur la moitié nord entre 20 et 30 degrés. On notera un minimum toujours sur les régions intérieures avec 19 degrés du côté d'Al-Bayad ainsi qu'Anama. On notera 29 Ghardaya, 26 degrés du côté de Hassim Saoud, 37 à Élysée, 37 également pour l'extrême sud et enfin 40 degrés. Ça sera la maximale à Essalah. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, eh bien, on notera une mer plutôt peu agitée hein, à l'ouest et au centre, agitée en revanche vers la partie est, avec des vents entre 20 et 40 km/h sur le centre et l'est du pays, et entre 20 et 30 km/h vers la partie ouest. Place tout de suite à l'Amérique du Nord. Pour aujourd'hui, eh bien, le ciel restera couvert, avec quelques pluies à Miami, New York, Montréal, Dallas, Californie, un ciel dégagé à Vancouver. Et puis côté Mercure, on notera 9 degrés à Vancouver, 22 degrés en Californie, 18 à Dallas, 24 au Mexique, 28 degrés à Miami, 21 degrés à New York et enfin 17 degrés à Montréal. Excellente matinée et à très bientôt. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, merci beaucoup Mina pour ces nouvelles. J'avais noté sur les cartes
Le 18 était couleur verte, 40 couleur rouge. Ah, vous avez réussi à le... Enfin, j'ai pas pu le lire. Moi. Ah, d'accord. J'ai pas vu. C'est une marque des minimales et des maximales, c'est ça? Oui, c'est la température d'accord. la plus basse. En bleu, c'est la température la plus basse. Et en rouge, la plus haute. La plus haute. Voilà, très bien. J'arrive quand même à lire les cartes météo. Impossible. On apprend, hein, on apprend. Impossible. Merci beaucoup Mina, on vous retrouve très Merci à bientôt vous. donc, pour les nouvelles du ciel. Et pause musicale donc pour continuer l'émission. Et cette fois-ci, ce sera en compagnie de Meriem Ben Allel qui nous interprète Sidi Boumdine. Donc de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Comme je vous le disais dans le sommaire, donc demain ce sera la journée nationale du don, du sang. Et donc nous allons en parler en compagnie de Monsieur Kader Gharbi. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Alors vous êtes le président de la Fédération des donneurs de sang et vous êtes accompagné ce matin par Dr Sofiane Kiri. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Et donc vous êtes le représentant de l'agence nationale et vous êtes par l'occasion. Voilà, alors avant de revenir un petit peu sur la situation donc, des donneurs du sang et du don du sang, particulièrement en cette conjoncture particulière, oui. Donc Dr Gharbi, un retour donc, sur la fédération. Je ne suis pas docteur. Hein. D'accord. Je suis donneur de sang. Donneur de sang, d'accord. Alors Monsieur Gharbi. Bonjour à toutes les personnes qui suivent cette émission. Bonjour à tous les donneurs de sang, sans oublier nos malades, qui attendent de nous cette miraculeuse pochette de sang pour leur éventuelle guérison. Pour revenir à Canal Algérie, au nom de la Fédération nationale de don sang, au nom du bureau fédéral et au nom personnel, nous remercions quand même Canal Algérie de nous avoir invités à chaque occasion pour parler de ce liquide précieux qui est le don du sang. Sans oublier, nous remercions aussi Monsieur le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière de nous avoir honorés par ce parrainage. Nous célébrons demain la 5e journée nationale des donneurs de sang qui coïncide avec le 25 octobre d'autres fédérations qui a vu le jour un 25 octobre 1976 par de grands donneurs de sang et de personnes sensibles au don du sang. La fédération maintenant elle a 44 ans d'âge. Le slogan de cette journée, le don du sang, un cadeau du cœur. Cette journée est dédiée à honorer et remercier tous ces héros anonymes qui n'hésitent pas à tendre leurs bras pour soulager toute personne en souffrance. Nous disons que le don du sang est un geste hautement humanitaire et plus un devoir de citoyenneté et une satisfaction morale d'avoir sauvé une vie en danger de mort. Le don du sang, il faudrait qu'il soit une culture dans l'esprit de tout un chacun. Et c'est la meilleure au monde et le meilleur cadeau qu'on peut faire à un malade drapé dans son lit d'hôpital. Le sang ne doit pas concerner uniquement que la fédération, ou le ministère de la Santé, ou l'Agence nationale du sang, mais il doit concerner tous les ministères, toute la société civile, les affaires religieuses, surtout le ministère de l'Éducation nationale. Il faut quand même inculquer à l'élève, au niveau des lycées, des écoles et des universités, la valeur du don du sang et préparer la pépinière pour remplacer les donneurs de sang atteints par la limite d'âge. Sans oublier, nous remercions aussi tous les médias, radio, télévision et les journaux qui nous ont toujours accompagnés durant notre parcours. Voilà. Merci à tous. Merci à vous, Monsieur Gharbi. Alors, Docteur Kiri, pour revenir un petit peu à l'agence nationale de sang. Alors, on vous a reçu il y a quelques semaines de cela. À l'occasion de la journée mondiale. Voilà, c'était à l'occasion de la journée mondiale. Et là, les chiffres n'étaient pas très encourageants, j'ai envie de dire, par rapport au don du sang, par rapport aux statistiques. Et c'était donc dû à la conjoncture particulièrement, surtout avec le confinement. Donc, qu'en est-il aujourd'hui avec l'ouverture, avec l'ouverture un petit peu, et puis par rapport au don du sang? C'est ça. Donc, d'abord, merci pour l'invitation. Et en cette journée nationale et cette journée de fête nationale pour les donneurs de sang,
au nom de l'agence, on voudrait souhaiter et rendre un vibrant hommage à tous les donneurs de sang pour leur acte héroïque et bénévole pour sauver des vies. Justement, cette 15e édition qui est placée sous le patronage de Monsieur le ministre de la Santé, qui a pour slogan une mobilisation nécessaire justement pour sauver des vies en cette conjoncture de crise sanitaire. Différentes actions sont programmées avec la Fédération algérienne des donneurs de sang et le mouvement associatif principalement, qui a joué un rôle très important, ainsi que les médias, durant cette période de crise sanitaire. Et quand on voit un peu les chiffres concernant le premier semestre de l'année de 2020, elles traduisent bien qu'il existe une régression de 9% par rapport au premier semestre 2019. Entre parenthèses, on peut dire alhamdoulilah, c'est-à-dire que cette régression a été maîtrisable. On a collecté presque 290 000 poches de sang, environ 300 000 poches qui ont été collectées. Et l'ensemble des partenaires à leur tête, le mouvement associatif dans le plan général ainsi que la fédération ont contribué à l'organisation de différentes collectes de sang, et ce qui a permis un petit peu de sauver un peu les banques de sang et les réserves en sang au niveau des structures de transfusion sanguine. D'accord. Alors, Monsieur Gharbi, demain, Inch'Allah, ça va être la journée nationale donc, des du donneurs don de du sang. Des donneurs de sang. Des donneurs du sang. Et donc, habituellement, vous faites beaucoup de manifestations, vous organisez en séminaire, en rencontres, en journée d'études, etc. Donc, avec la conjoncture, ça ne va pas être possible cette fois-ci. Donc, qu'est-ce que vous prévoyez, donc, encore une fois, pour la promotion de cette journée? Donc, on a instruit toutes nos associations à l'échelle wilaya pour célébrer cette journée, par des conférences, par des affichages, par des médecins, de sensibiliser la population aux dons de ce précieux liquide. Et par la même occasion, la Fédération algérienne de sang lance un appel à toute la population âgée de 10 à 65 ans et à bonne santé de penser à ces cancéreux, à ces malades, à ces femmes qui sont au niveau des maternités qui ont des hémorragies, à ces enfants thalassémiques et hémophiles où leur corps ne fabrique pas ou pas assez de globules rouges, donc ils sont obligés de perfuser périodiquement. Si on ne trouve pas de sang, ces enfants-là, le rôle, c'est la mort. De penser aussi au terrorisme de la route qui laisse des dizaines d'orphelins journellement, d'y aller offrir une petite quantité de leur sang. C'est une goutte sur 16, c'est pas énorme, pour renflouer les banques de sang. Il n'y a aucun risque, il y a un médecin sélectionnaire qui sélectionne le donneur de sang. Le coronavirus ne se transmet pas par le sang. Le donneur de sang, il a aussi plusieurs avantages. Premier avantage, c'est qu'il bénéficie d'un bilan sérologique gratuit, parce qu'il y a des personnes qui sont porteuses de maladies ou de virus et qui ignorent. Et à travers le don sang, ils découvrent leur maladie et se prennent en charge. Ils bénéficient aussi d'une carte de groupage qui doit la porter constamment sur lui, et sans oublier la récompense divine. Pour vous dire que maintenant, une pochette de sang, elle peut servir à 3 malades. Vous avez le globule rouge, vous avez les plaquettes et vous avez le plasma. Donc, elle peut servir à 3 malades. C'est pour ça que nous lançons un appel à toute la population algérienne de 18 à 65 ans. Pour les femmes, pour les hommes, ils peuvent donner jusqu'à 4 fois par an. Les femmes, 3 fois par an, sans aucun risque. Monsieur Kéry, justement, au niveau de l'Agence nationale de sang, alors vous organisez comment, déjà pour sensibiliser les donneurs de sang à donner de leur sang, mais surtout vous organisez comment en cette conjoncture sanitaire particulière? Très bien. Donc au niveau de l'agence, et comme je vous l'ai dit en introduction, on remercie d'abord les médias parce qu'ils ont joué et ils ont contribué d'une manière efficace pour sensibiliser et faire transmettre le message de la promotion du don de sang. Et jusqu'à présent, donc ça a permis à l'ensemble des partenaires qui sont de l'agence et à travers le mouvement associatif de répondre d'une façon efficace en organisant plusieurs campagnes durant cette période de crise sanitaire et qui nous a permis de nous adapter à la conjoncture. Maintenant, c'est-à-dire même dans les collectes mobiles qu'on fait, on se base plus
uniquement sur le camion de collecte, mais sur la mise en place des chapiteaux avec des lits de prélèvement en respectant la distanciation sociale. On privilégie plus des grandes salles de collecte pour faire des collectes où on les aménage. Donc la collaboration a permis de tracer plusieurs programmes, que ce soit à l'échelle de wilaya ou à l'échelle nationale, et pour justement collecter le maximum de sang provenant de donneurs bénévoles. Et justement, dans ce sens, tout un programme est tracé au niveau national et au niveau wilayal pendant cette semaine qui va venir avec différentes associations. Et tout le programme, bien sûr, est disponible sur les réseaux sociaux et sur le site électronique de l'Agence nationale du sang. Alors nous avons évoqué un petit peu les chiffres ou les statistiques du premier trimestre. Qu'en est-il du deuxième trimestre? Le deuxième trimestre, il est en cours. Nous espérons que, avec la mobilisation de tous, aussi bien les structures de transfusion sanguine, le mouvement associatif, les médias, les partenaires, toute la famille de la transfusion sanguine, cette mobilisation permettra de répondre aux besoins des malades qui sont en attente de ce liquide précieux qui n'a pas d'équivalent et qui n'a pas de produit de substitution. Donc nous sommes en attente et nous restons bien sûr disponibles pour toute proposition, toute programmation d'une collecte, qu'elle soit ici ou dans n'importe quelle wilaya d'Algérie. Nous sommes à la disposition de tous ces partenaires pour organiser et sensibiliser sur l'importance du don de sang. Alors, docteur Kéri, on en parle aussi que le sang n'est pas une substance que vous pouvez conserver longtemps. Tout à fait. D'où l'utilité de la périodicité de la promotion du don de sang. Comme vous le savez, les différentes composantes du sang ont une durée de vie qui peut être très réduite pour certaines d'entre elles, comme les plaquettes par exemple, qui ne dépassent pas les 5 jours de conservation, et pour les globules rouges, les 42 jours au maximum. Donc d'où cette problématique de la conservation de sang et de ces produits, et d'où l'intérêt de programmer des différentes campagnes de collecte et de promotion d'une manière périodique pour de les étaler sur la durée afin d'approvisionner les structures de transfusion sanguine d'une manière continue. Mais sinon, les donateurs qui veulent donner de leur sang, qui nous regardent maintenant, ils doivent donc se rapprocher de qui, mis à part donc, des centres de transfusion sanguine au niveau des hôpitaux? Donc les structures de transfusion sanguine, ils peuvent aussi s'informer sur le site électronique ou les réseaux sociaux, les sites électroniques, les www.ans.dz, sur le programme de collecte mobile et sur les différentes places, sur place publique oui, peut-être que c'est une place où ce sera pas loin de chez lui. Sur la wilaya d'Alger, il y a tout un programme au niveau d'Al-Beda, au niveau de la placette de Kietani, au niveau de Seht Chouhada, etc. Sur la wilaya de Constantine, au niveau du centre de sang de la wilaya de Constantine, au niveau de Hassim Saoud, au niveau de la placette communale de Hassim Saoud. Enfin, tout un programme avec différentes wilayas, différentes structures. Le programme, donc on le retrouve au niveau des réseaux sociaux? Oui, on le retrouve au niveau des réseaux sociaux et au niveau du site électronique. Ils peuvent le consulter. Ils peuvent contacter directement l'Agence nationale du sang pour toute explication, pour toute demande. Là aussi, les coordonnées de l'Agence nationale du sang sont disponibles au niveau du site électronique. Et nous sommes à l'écoute et nous sommes au service de ces héros que je préfère appeler au lieu que ce soit des donneurs. Voilà. Merci beaucoup. Docteur Sofiane Kéri, je rappelle, vous êtes le représentant de l'Agence nationale de sang. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Monsieur Harbi, vous restez encore parmi nous? Oui. D'accord. Voilà. Alors, merci encore et puis bonne continuation à vous. Alors, en attendant donc de retrouver un autre représentant et une autre personne aussi qui fait dans la promotion du don du sang, à savoir donc une association donc de donneurs de sang qui nous vient de Béjaïa. Là, je vous propose de voir un spot explicatif donc par rapport au don du sang et on se retrouve juste après.
Partout dans le monde, des personnes ont besoin de sang. Qui a besoin de sang? Certaines femmes lors de l'accouchement. Les personnes blessées qui perdent beaucoup de sang, par exemple les accidentés de la route, ou certains enfants atteints de paludisme. Pour traiter les hémorragies sévères et l'anémie grave du paludisme, le sang est absolument nécessaire. Pour avoir accès à du sang, nous avons besoin de donneurs. Le donneur sera accompagné tout au long du don de sang par du personnel médical qui pourra le rassurer. Maintenant que vous êtes rassuré, vous voulez savoir si vous pouvez donner votre sang. Vous devez avoir plus de 18 ans, une tension artérielle normale, un taux d'hémoglobine normal, vous devez peser plus de 45 kg et vous ne devez pas avoir de traitement en cours. Des tests sanguins sont également effectués. Si tous les résultats sont négatifs, nous pourrons vous prélever au maximum 450 ml de sang. Le volume de sang prélevé peut être transfusé à un adulte ou jusqu'à 3 enfants. Voilà, alors de retour, et donc là vient de nous rejoindre docteur Rafiq Boussalem. Bonjour, marhaba bik. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors vous êtes médecin et vous êtes le président de l'association donc Solidarité Don du Sang de la wilaya de Béjaïa. Voilà, alors avant de revenir un petit peu à l'association, monsieur Relbi, nous étions en train de voir un spot maintenant explicatif donc, du don du sang. Il faut dire que ce genre donc, de documents audiovisuels, vous les faites aussi au niveau donc, de la fédération, au niveau de l'agence aussi nationale du sang pour la sensibilisation donc, au don du sang. Notre rôle, c'est sensibiliser davantage le citoyen pour pouvoir tendre son bras et laisser couler cette sève irremplaçable. Il n'y a aucune machine au monde qui fabrique, il n'y a que l'être humain. Donc notre rôle, c'est sensibiliser davantage le citoyen pour offrir une petite quantité de leur sang pour soulager toute personne en souffrance, sans distinction ni de race, ni de frontières, ni de religion. Effectivement. Donc, le sang est un produit universitaire, universel, donc il sert à tout le monde. Voilà. Alors, docteur Boussalem, avant de parler un petit peu de vos actions sur terrain, parlons un petit peu de votre association en quelques mots. Notre association Solidarité Don de Sang wilaya de Béjaïa, elle est plus jeune maintenant, elle est à 6e année. Donc nous comptons des bénévoles, des membres du bureau qui ont déjà une expérience dans le don de sang, mais sous d'autres noms, dans des associations caritatives, sociales. Donc on a préféré se spécialiser dans le domaine. Donc c'est une association dont la naissance a été le fruit d'une concertation entre des pharmaciens, on a des médecins dans l'association, des gens du paramédical, des gens de l'administration. Et petit à petit, on a abouti à la création de cette association-là, qui s'est donnée pour mission justement de faire la promotion du don de sang à travers toute la wilaya, avec tous les moyens qui sont abordables. Organiser des programmes, réaliser des programmes de collecte de sang, des campagnes de sensibilisation, célébrer les journées du don de sang. On en a 3, la journée mondiale, la journée maghrébine et la journée nationale, en rendant justement hommage aux donneurs de sang. Faire la sensibilisation dans le domaine de la protection de la transfusion sanguine, sécuriser la transfusion sanguine, tout ce qui concerne les fléaux sociaux, les maladies sexuellement transmissibles, les drogues. Voilà, on fait des campagnes dans ce sens-là. On participe avec des associations amies de malades nécessitant un produit sanguin, telles que l'association des pétathalassémiques, et l'association d'aide aux cancéreux. Donc on travaille avec eux dans l'intérêt de nos malades communs. Voilà. Alors, donc,
vous touchez quand même à plusieurs volets, mais il faut dire que cette fois-ci, donc, il y a eu plusieurs actions que vous faites durant ces six dernières années, donc depuis la création de l'association. Mais cette année, c'est une année très particulière, donc il a coïncidé avec quand même la pandémie du coronavirus. Alors comment vous vous en êtes pris? Il n'y avait pas que la pandémie de Covid-19. Donc on a traversé cette période. Il y avait 3 phases. La première phase, c'était l'expectative, on ne savait pas quoi faire. Il y avait le Covid, la pandémie qui commençait à s'installer en Europe. Nous, on voyait venir. On est branché dans les réseaux sociaux, les informations. Le don de sang, il a commencé à régresser bien avant dans les pays où la pandémie s'est déjà installée, que ce soit en Europe, ou bien aux USA, en Italie, des pays qui ont connu une flambée. Donc on se posait la question déjà comment allons-nous faire face à cette pandémie. En absence de texte, en absence de moyens, on commençait à voir l'apparition des bavettes, des mesures barrières ailleurs, dans les collectes qui se faisaient chez eux. Donc on a compris que ça allait venir, ça allait nous arriver tôt ou tard. Donc on a commencé à se préparer. L'Agence nationale elle a émis, je crois que c'est le ministère de la Santé qui a émis des directives concernant mesures barrières, concernant les 4 phases du don de sang, donc comment aborder la collecte de sang dans cette situation-là de pandémie. Donc, quels sont donc les principaux axes? Je rappelle les 4 étapes du don de sang, c'est l'accueil qui se fait, donc c'est l'enregistrement du donneur, donc c'est à ce moment-là qu'il faudrait qu'il s'assure qu'il a une bonne température. Pour ceux qui ont eu un oxymètre, prendre la saturation en oxygène, c'est des choses faciles à faire, et un questionnaire pour voir s'ils n'ont pas été en contact avec les personnes positives. La deuxième phase, c'est la visite médicale, c'est la visite avec le médecin, donc qui prévoit aussi des mesures de protection concernant le médecin, il doit se protéger. Le donneur, il est déjà préparé pour la visite, il a les mains désinfectées au gel, il a la bavette et il a quelques conseils donnés tels que éviter de toucher à quoi, sauf la balle qu'on donne pour favoriser l'écoulement du sang une fois qu'il est piqué. Donc, et la troisième phase, c'est le prélèvement lui-même. Donc l'infirmier ou le préleveur, quand il fait le prélèvement, il doit aussi être protégé, visière, les gants, le gel hydroalcoolique disponible. La distanciation, tant bien que mal, il faut la respecter. Donc c'est ça, quand on se rapproche de moins de 1,5 mètre, chose qui est, comme il a été cité tout à l'heure, aisée sous les chapiteaux. Par contre, dans les camions de transfusion, c'est un peu difficile. Donc, on aère au maximum et on évite les distances courtes. La 4e phase, c'est la collation. Là aussi, l'agent de salle, quand il prépare la collation, l'endroit, il doit être nettoyé entre chaque donneur. Idem pour le cabinet médical, le box du médecin ou bien le fauteuil de prélèvement. Donc, on va revenir dans un petit moment. Monsieur Relbi, donc là, il faut dire que Dr Boussalim a évoqué les phases donc, de la collecte de sang. Donc on voit que c'est très précis, ce sont des protocoles quand même très étudiés, approfondis. Et donc au niveau de la fédération, ça a été un travail, j'imagine, colossal afin donc de transmettre l'information à toutes les associations, à tous les donneurs et à tous les acteurs donc finalement qui participent à la collecte de sang à travers le territoire. Bien sûr, notre rôle c'est la sensibilisation, mais ce que je voudrais insister, le donneur de sang n'est pas une personne ordinaire. Une personne, elle est en bonne santé, elle va au niveau des hôpitaux, c'est pour offrir son sang. Ce que nous demandons, c'est que ce donneur de sang soit accueilli avec tous les honneurs, parce qu'il vient de donner quelque chose
qu'on ne peut ni acheter, ni fabriquer, ni stocker trop longtemps. Donc il faut quand même donner la valeur à cette personne qui vient donner son sang. Choisir aussi un bon piqueur, parce qu'il ne faut pas effrayer le donneur de sang par une mauvaise piqûre. Il faut gagner le donneur pour que lui-même il puisse ramener d'autres donneurs de sang. C'est pour ça. Ce que je voudrais aussi dire, c'est au niveau mondial, l'Algérie, quand même, nous assurons le secrétaire général de la Fédération mondiale qui regroupe 80 pays, donc est assuré par le docteur Sayeh Doubira. Il est secrétaire général de cette fédération mondiale qui regroupe 80 pays. Pour vous dire que l'Algérie, elle est considérée au niveau mondial. Effectivement. Et ça, c'est un honneur pour tous les donneurs de sang algériens. Et justement, docteur Boussalem, donc, vous avez travaillé plus dur que d'habitude cette année avec la conjoncture. Quel a été l'engouement donc, des citoyens par rapport aux dons du sang cette fois-ci, d'autant plus qu'il y avait quand même une peur, une psychose qui s'est installée par rapport à la conjoncture? Ça, on a déjà dit à maintes reprises que le donneur de sang algérien, il est exceptionnel. Il ne ménage pas d'efforts quand il s'agit. La générosité, c'est son dada. Il peut être, on peut le traiter de tout ce qu'on veut, mais quand il y a problème, l'Algérien, il est là. Oui. Il est solidaire, donc il n'y avait pas que les associations des donneurs de sang, tout le mouvement associatif est à féliciter pendant cette pandémie. Il y avait une mobilisation, il y avait une entraide entre les associations. Exemple, l'association des donneurs de sang n'aurait pas pu faire ses collectes s'il n'y avait pas une autre association qui produisait des bavettes, que je leur rendrai hommage. C'est un travail de collaboration qui a été fait. C'est un travail de fourmi. Ils nous ont soutenus jusqu'à maintenant. Ils nous fournissent des bavettes. Chose qu'elles n'étaient pas disponibles, ces bavettes-là. Le gel hydroalcoolique, kiff. Donc, les premiers temps, on a un peu patiné, on ne savait pas quoi faire et avec quels moyens. C'est normal, c'était une crise qui nous avait pris au dépourvu, nous n'étions pas prêts. Qui est peut-être passé inaperçu, c'est que cette pandémie n'est pas venue seule. Juste, on a démarré avec la pandémie, on a trouvé comment faire. Ramadan, il est venu. Oui. Et avec le confinement. Et le Ramadan, on ne peut pas faire les collectes le matin. Et donc, ça posait double problème. Comment faire des collectes pendant le confinement? Le matin, il est jeune et il jeûne, le donneur habituel. En général, c'est celui-là qu'on cible. Il jeûne, donc on ne peut pas le piquer. La nuit, il n'a pas le droit de sortir. Donc il y avait la problématique des autorisations qui ont tardé à venir. L'administration, en général, elle a mis du retard pour suivre le terrain. Le besoin, il était là. Les donneurs, et je remercie aussi les associations de quartier. Il y a des associations de quartier, il y a des comités de quartier. Ils avaient même pas d'agrément, mais juste la volonté de faire. Ils ont bien fait. Donc, on a touché ces associations-là. Donc, ça, je parle de la deuxième phase, Ramadan et Covid. Donc, on a touché ces associations-là. On a organisé des collectes dans des quartiers où le confinement n'était pas respecté à la lettre. Donc, et je remercie aussi une association qui s'appelle le Carré Vert, donc qui a assuré la désinfection du périmètre de la collecte. De la collecte. À l'intérieur du camion, à l'extérieur du camion, sur une superficie de 300 mètres carrés, 400 mètres carrés, c'est formidable. Voilà, donc on voit quand même la collaboration de tous. J'en parle et la chair de poule, parce que... Et d'ailleurs, nous étions en train de voir, pendant que vous parliez, il y avait des photos qui défilaient de toutes vos actions, voilà, les actions sur terrain. Juste une demi-heure avant le début de la collecte, ils arrivent sans contrepartie. Bien équipés, ils nettoyaient, ils désinfectaient avec des produits phytosanitaires et les mêmes produits qu'on utilisait et qu'on utilise jusqu'à présent dans les hôpitaux. Du sanivaire. Voilà. Donc ça nous a nous encouragé, parce qu'on est aussi des donneurs de sang, mais ouvert un peu la porte aux donneurs de sang. Parce que le début, il y avait confusion entre Covid-19 et le risque de se l'attraper dans les collectes. Finalement, les donneurs étaient rassurés. À travers le sang. Voilà. Alors qu'en parallèle, dans les pays développés, ils sont en train, jusqu'à présent, ils sont en train de favoriser, de faire de médiatiser le don de sang convalescent.
Donc j'explique le don de sang convalescent. Très rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on arrive. Allez-y très rapidement. Voilà, rapidement. Donc le don de sang de plasma convalescent, c'est du sang d'un patient atteint du Covid. Très bien. Donc celui-là, son plasma, il est utilisé pour les malades Covid. Voilà, parfait. Alors, comme si ce n'était pas suffisant, juste après le Ramadan, c'est la campagne estivale. D'habitude, sans Covid, déjà, on avait des problèmes. Et les canicules, les feux de forêt sont venus. Donc, juste quelques chiffres, on a réalisé pendant cette période 61 collectes, 1355 inscrits et 986 dons. Donc, presque 1 millier de donneurs. Oui, merci. Et Inch'Allah, il y en aura d'autres aussi, puisqu'on l'a vu tout à l'heure avec Dr Sofiane Kiri, que le sang le sang ne se conserve pas. Donc, vous comptez un petit peu sur la perpétuité, un petit peu de tous ces donneurs. Merci beaucoup, Dr Boussalem Rafiq. Donc, je rappelle, vous êtes le président de l'association Solidarité, don du sang de la wilaya de Béjaïa. Monsieur Qadir Gharbi, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Vous êtes le président donc, de la fédération des donneurs du sang. Très rapidement, allez-y. Très rapidement, ce que je voudrais lancer un appel aux âmes charitables et aux sponsors d'aider la fédération, aider nos associations pour qu'on puisse aider et soulager tous les malades en souffrance par manque de sang ou manque de ses dérivés. Effectivement, merci beaucoup à vous. Merci donc d'avoir été parmi nous ce matin. On continue donc le programme de cette matinée. Ce sera une visite qu'on vous propose cette fois-ci du côté d'une commune des plus connues d'Alger. Il s'agit de la commune de Bir Mourad Raïs et c'est Anissa Bouzid qui s'est intéressée à l'histoire de cette commune que je vous propose de découvrir dans ce reportage. Située à environ 4 km au sud du centre-ville d'Alger, la commune de Bir Mourad Raïs, anciennement appelée Bir Mourad Raïs, a vu ses premiers colons s'y installer en 1831. Et ce n'est qu'à partir de 1834 que le quartier a commencé à se développer et une nouvelle route s'ouvre d'Alger à Blida. Bir Mourad Raïs, ça fait partie de l'Fahs d'Alger, c'est la banlieue d'Alger. Et un peu à l'époque, c'était la banlieue un peu lointaine, parce qu'on est à l'extérieur d'Alger. La porte d'Alger, c'était Bab Azzoun, imaginez, ou là Bab Jdid. Donc, Bir Mourad Raïs, on est un peu plus loin. Bir Mourad Raïs, il est aussi dans le chemin entre Alger et Blida. Donc, le long de ce chemin, il y avait des gens qui voulaient, des bienfaiteurs, des mécènes ou là, qu'est-ce qu'ils faisaient pour que les gens, les voyageurs puissent s'altérer, puissent se reposer. Donc ils mettaient, c'était des étapes où il y avait un café, il y avait ou bien une source d'eau ou bien un puits. Donc on a Bir el-Khadem, on a Bir Mourad Raïs, on a Bir Treria, on a une série comme ça. Mais c'est la banlieue d'Alger. La géographie de la commune de Bir Mourad Raïs est très complexe. Elle recouvre tout un ensemble de collines qui furent peu à peu grignotées par les lotissements de villas jusqu'aux années 50 et par des immeubles ensuite. Bir Mourad Raïs, il est à la placette de Bir Mourad Raïs. À côté de un peu plus loin, il y a la mosquée, il y a le tribunal. En face, il y a une vieille bâtisse qui est maintenant une bibliothèque municipale. C'était une mosquée à l'époque. Et au milieu, il y a une sorte de construction comme ça. Maintenant, ils l'ont restaurée. Ils ont même mis une façon, enfin, comme un simulacre de moyens pour remonter l'eau. C'est le puits. Bir Mourad Raïs faisait partie de l'Fahs. Donc, il y avait quelques gens qui étaient riches ou bien les gens qui faisaient le travail à la ferme. Donc c'était de grandes fermes, donc ils avaient des propriétés. Donc en été, ils sortaient de la ville où ils étouffaient un peu parce qu'ils vont dans le Fahs. Et ils avaient des propriétés, de grandes maisons, ils avaient des sources d'eau, ils avaient des puits, donc c'était ombragé, c'était des jardins avec des arbres et tout. Et ils avaient aussi des gens qui travaillaient, donc l'agriculture, qui étaient des fermiers, des paysans qui travaillaient pour ces gens. Bir Mourad Raïs doit son nom à un certain Mourad Raïs, ou le capitaine Mourad. En 1793, Hassan Baja y baptise un puits du nom de ce célèbre corsaire du XVIe siècle. Selon différentes versions, John Johnson était très connu en Afrique du Nord.
sous le nom de Morad Deraïs. Ce dernier est né vers 1570 en Hollande. Après sa capture en 1618 par des pirates algériens, il se convertit à l'islam et devient un grand amiral. Morad Deraïs, c'était tout simplement un pirate hollandais donc, qui était en mer, qui a été pris par les corsaires algériens. Et bon, il s'est intégré, il a même renié sa religion et il s'est converti à l'islam. Donc il s'est installé, il a travaillé en tant que raïs, d'où le nom Morad Raïs, parce qu'il avait un bateau ou deux, donc il allait faire la course aussi. Puis à un certain moment, il a décidé de partir chez lui. Donc il a tout abandonné, il a pris la fuite et de repartir. Il a même pris à l'époque 2 canons. Donc c'est ce que disent les historiens. Hymne aux corsaires algériens, l'indétrônable Cheikh El Hachmi Grouabi a interprété avec brio Haouz Malta. C'est l'histoire d'une bataille navale du XVIe siècle. Et place à la bande dessinée, à présent en compagnie de Kamel Bentaha. Bonjour. Bonjour, Azul. Alors, vous êtes BDiste. Je suis BDiste, caricaturiste. Caricaturiste, d'abord caricaturiste, d'abord ensuite caricaturiste, BDiste. effectivement. Voilà. J'ai collaboré avec le journal Le Pays, c'est en 1994, puis le journal Une Nouvelle Confidence, édité par le Soir d'Algérie, puis un journal pour enfants à Nounou, à Cuba. D'accord. C'était à Cuba. Ça, c'est un revue pour enfants. Voilà. Puis j'ai entamé mon travail de BDiste depuis l'annonce officielle de la langue tamazight. Très bien. Donc, vous avez édité plusieurs bandes dessinées? Oui, j'ai édité déjà un album. Différentes langues, d'ailleurs. En différentes langues, effectivement. J'ai édité un album de caricature qui s'appelait Amicalement Vôtre. Puis j'ai travaillé pour... Amicalement Vôtre, ça parlait de quoi? C'était quoi la vie sociale, c'est beaucoup plus les relations hommes-femmes, mari-marié. Voilà, c'est-à-dire la société algérienne, selon ma vision, bien sûr. Je me résume à ma vision. Puis j'ai édité... 2 BD pour la direction de la jeunesse et du sport et la protection de la jeunesse, bien sûr, et la direction des eaux, de Tizi Ouzou pour la protection de l'eau. Ça, c'est en langue arabe. Donc, ce sont finalement des travaux, des bandes dessinées de sensibilisation, d'éducation. Exact, effectivement, oui. Depuis l'annonce de l'officialisation de la langue tamazight, je me suis dit, il est de mon devoir en tant que bidiste, la région de la Kabylie, d'aider cette langue à l'épanouissement. Effectivement, à travers la bande dessinée. À travers ma bande dessinée, voilà, et toucher l'enfant, parce qu'avec l'enfant, plus l'enfant grandit, la langue grandira avec lui. Oui, effectivement, surtout que la bande dessinée, avec toutes les bulles qu'il y a, avec tous les dessins, les très couleurs... Très facile à dire. Voilà. Et on doit attirer l'enfant, il doit être captivante comme travail. D'abord, la BD doit être captivante. C'est à travers les couleurs qu'on peut capter l'enfant, puis les bulles qui sont simples à lire et rigolotes des fois. Oui, beaucoup. Ouais, c'est ce que l'enfant cherche, voilà. Parce que j'étais un enfant. Oui. J'ai aimé la BD et j'ai aimé de cette manière. Vous étiez enfant et vous l'êtes toujours au fond, au fond. Vous savez, il y a un adage français, vous savez ce qu'il dit, il y a un adage français que j'adore, et d'ailleurs c'est ce que je justifie toujours avec quand je fais des petites bêtises par-ci par-là d'enfant, qui dit « grand celui qui n'a pas perdu son cœur d'enfant ». Voilà. Cette année j'ai 21 ans, l'année prochaine j'aurai 20 ans. Eh ben voilà. Ça c'est bien. Ça je vais le prendre, hein. D'accord. Ça je pique avec votre permission. Non, il ne faut pas le piquer. Ah, il ne faut pas le piquer. Non, bon, droit je le laisse. Allez, droit d'auteur ce matin. Et donc là nous avons quelques titres donc, de BD, c'est une série, donc finalement, que vous avez faite? J'ai travaillé comme la première, c'était Azul. C'est la première? C'est la première, ça me raconte un petit peu mon histoire. Quand j'étais enfant, j'aimais chasser le rouge-gorge. Azul, c'est le rouge-gorge. D'accord. Azul, c'est le chouchou de sa mère. D'accord. Donc, j'ai développé cette BD, c'était rapide, en 3 jours. Oui. Puis avec l'expérience, avec laquelle j'ai eu le premier prix au FIBDA. Vous avez participé au FIBDA? J'ai participé avec au FIBDA. Je prends une page au hasard. Voilà. J'ai eu un prix. C'était en quelle année? En 2016. En 2016. Puis en 2016, j'ai édité une autre BD, Akshmama.
Akjmamar qui est... C'est toujours dans la même série, dans le... Toujours en Tamazight, bien sûr. Je parle de la série, c'est-à-dire c'est toujours dans la même thématique. Non, ça c'est... Par la suite, je voulais surtout ramener l'oralité kabyle. Parce qu'on a beaucoup de contes kabyles qui étaient dans l'oral, et la transcrire en BD. Donc c'est beaucoup plus dans l'oralité, avec un petit changement. Oui. Qui va une modernisation, vous avez un petit peu modernisé. On va moderniser selon la société actuelle. Donc j'ai édité aussi Akjmamar, ça veut dire Avar ou Giripsou. D'accord, voilà. Avar. C'est une belle histoire, c'est une belle histoire qu'on peut lire. Alors donc, du moment que vous revenez un petit peu sur les contes kabyles et sur toute cette tradition orale, donc finalement c'est un travail de collaboration que vous faites hein, avec les grands-mères, avec les chercheurs. Exact, avec des chercheurs, avec des amis. J'aime bien travailler parce que je peux raconter une histoire, un autre ami va la raconter autrement et on va essayer de finaliser par une qui sera adaptée à la situation actuelle. Voilà. Ça, c'est ma deuxième BD que j'ai travaillée en 2017. Puis la troisième, c'est Oushendemissa Zayan. Zayan, c'est un chanteur. Oui, Zayan. Un chanteur, je pense qu'il est déjà passé. Il est déjà passé avec nous, voilà, effectivement, Zayan. Zayan, lui, qui chante beaucoup et qui travaille beaucoup sur l'écologie. L'écologie, effectivement. La protection de l'environnement. Ce qu'on a travaillé d'ailleurs. J'ai choisi une de ses chansons qu'on a travaillé ensemble, Oushendemissa, le chacal et le berger. D'accord. Donc j'ai travaillé encore dans la tradition orale. Il était dans la tradition orale, bien sûr. Oui. On avait un dicton. Donc j'ai travaillé aussi, j'ai transcrit lui l'avait transcrit en tant que chanson, moi je l'ai fait en tant que BD. Donc vous restez quand même dans l'éducation, hein, dans l'éducation de l'enfant, n'est-ce pas? Oui, l'enfant quand même, il faut le protéger. Oui. Il faut juste lui donner ce qu'il faut. Et il faut s'adapter avec la situation actuelle. Et travailler avec des animaux, je pense que c'est la meilleure façon de lui transmettre les messages. Effectivement. Puis la dernière, qui est un bel hommage à Yedir. Un bel hommage, vous avez fait. Un bel hommage à Yedir, quoi qu'on fasse à Yedir, c'est peu. Il nous a fait beaucoup de choses. Il nous a bercé avec ses mélodies. Comme j'ai bercé mes enfants avec ces mélodies, je suis sûr que... Comme vous-même, vous avez été bercé, comme moi-même, j'ai été bercé. Bien sûr, avec les mélodies médiques. Donc, pour lui rendre un hommage, et demain, il est lié au 25 octobre. D'accord. Demain, il aurait 62 ans. Donc, pour lui rendre un hommage, j'ai choisi une de ses chansons, Tamashot Tskourt, qui était virtuelle, je vous la ramener au réel. J'ai raconté une histoire d'une perdrix. Je vais aller loin. Oui. J'ai une histoire d'une perdrix qui a été forcée de quitter son territoire par un éléphant. Pourquoi un éléphant? Parce que l'éléphant, il est grand, donc il a de la force. Il voulait se plaindre, donc il cherchait l'aigle pour l'aider. Donc il commence à la traverser de Akfadou, puis Jaya, Akfadou, passant par Yakouran, passant par Ilmathen. Ilmathen, ça c'est nouveau. Ilmathen, dans le livre, c'est nouveau. Mais on le disait chez nous. Ilmathen, en réalité, c'est Azazga. Pourquoi on l'appelait Azazga? C'est pendant la conquête française du maréchal Rollandin. Pour contourner l'arbre anéthérathène qui est difficile à acquérir, donc il voulait passer par Ilmathen, par Azazga. Donc les gens d'Azazga s'y opposaient. Donc il leur avait dit, puisque vous êtes sourds, vous ne voulez pas écouter le son de la raison, vous allez écouter le son des canons. C'est à partir de là qu'est venu le mot Azazga. D'accord. C'est ce qui a été écrit. Moi, je raconte ce qui a été écrit. Mais c'est tout à fait normal aussi parce qu'actuellement, il y a des vieux chez nous qui est appelé Azazga et le Mathen. Dès le Mathen, donc il va passer à Sibaou, le Ouad Sibaou. Soit Sibaou, il va monter vers Djoudjara. De Djoudjara, au lieu de trouver l'aigle, il trouvait un lion. Ah. Donc il lui disait, as-tu vu l'aigle? Non, je ne l'ai pas vu. Il lui reste plus cette valeur d'un rapace. Il est devenu un oiseau. Là, c'est pour me référer à une chanson d'Aitmeglet aussi. D'accord. Je voulais quand même faire... Parce que c'est des grands hommes qu'on ne peut pas oublier. Lui-même, il disait que lorsqu'un aigle quitte la montagne, il n'a plus cette valeur d'être rapace, il est juste un simple oiseau. Bon, j'ai traduit selon mes connaissances, bien sûr. Puis là, alors, où vais-je me plaindre? N'est-ce pas moi le lion, le roi des animaux? Alors voilà, je vais me plaindre auprès de l'éléphant, qui m'a empêché de faire mon nid. L'éléphant, c'est-à-dire lui disait, va suivre tes soeurs et tes frères et mettre ton nid sur les arbres.
Ah, il lui disait, ah, l'éléphant. Ah, l'éléphant. Oui, l'éléphant. Là, je me réfère au royaume de Coucou et la chanson Slimanaza. Parce que lorsqu'un éléphant, parce que le roi de Coucou avait reçu une fois un cadeau d'un autre roi africain, donc comme c'est l'éléphant du roi, il fait ce qu'il veut. Donc les villageois, tout ce qui a été cultivé a été détruit. Donc ils se sont réunis, les villageois, pour demander, pour voir le roi Coucou, pour leur dire, voilà, votre éléphant nous empêche de travailler. Donc ils se sont mis d'accord, mais en arrivant devant le roi, alors je vous ai bercé. Tant mieux. Je vous ai bercé par l'instant, tant mieux. C'est ce que je cherche d'ailleurs. Je suis en train de suivre avec beaucoup d'attention. Donc on arrive devant le roi, et ils ne voulaient pas suivre. Il y a que ceux-là qui avaient parlé, donc il y avait les arrivés à suivre, donc ils disaient, voilà, votre éléphant. Elle a quoi, mon éléphant? Votre éléphant, il s'ennuie, il a besoin d'un deuxième. Je faisais une référence, c'est-à-dire à cette histoire. Donc la Perdée lui disait, puisque c'est comme ça, je vais me plaindre quand même chez mon frère, qui est l'aigle. D'accord. Donc de George Roi, il lui montre le chemin. Il faut traverser Tikjda, Ouira, Sidi Aïs, ainsi de suite, jusqu'au Sahara. Au Sahara, c'est là où commence la chanson d'Idir. Au Sahara, il trouve un palmier. Il doit fuir les rayons de soleil parce qu'il fait chaud. Donc, mais sur ce palier, il y avait l'aigle et ses 3 enfants. Le plus grand, le milieu et le petit. Donc le père disait, voilà, j'ai vu une perdrix au Sahara. Non, mais le plus grand lui disait, mais c'est une caméra, c'est impossible. Oui. Non, si, je l'ai vu. Et maintenant, il faut penser à la bouffer. Mais sans alerter nos frères. Oiseaux, rapaces, ainsi de suite. Donc le premier a proposé, on va mettre ses plumes, on va jeter ses plumes à la mer. Donc le père lui disait, mais c'est toi qui as vu le mirage. Il n'y a plus de mer ici, tu n'es pas à Ekfadou. Ekfadou, c'est une montagne, pas loin d'Azfoun. Azfoun, il y avait de la plage, bien sûr. Donc c'est au milieu le deuxième de parler. Il disait, donc on va la mettre sous terre, on va la déplumer, mettre sous terre. Mais tu ne connais pas les tempêtes de Sahara. Il peut déplacer d'une à une autre. Donc on va tout dévoiler. Et le dernier qui va parler, donc on va tout bouffer, y compris ses plumes. Là, le père disait, ça c'est une bonne chasse, mon fils. C'est là où se termine la BD, c'est là pour garder l'âme de l'histoire, parce qu'elle est terminée ainsi. Voilà ce que parlait la BD. Voilà, donc beaucoup de morale, déjà. Beaucoup de morale, finalement. Beaucoup de morale, oui, beaucoup de morale, oui. Alors, dites-moi, juste, Kamel, par rapport à la situation de la BD en Algérie, par rapport à l'importance que donnent les enfants à la BD, est-ce que vous pensez que les enfants s'intéressent à la BD aujourd'hui? Ils la lisent? Non, l'enfant s'intéresse. C'est pas le problème de l'enfant. Moi, je peux dire le problème de parents. Orientation, peut-être? Les parents doivent orienter. Je vous ai dit que j'espère que je vous ai bercé, parce qu'au fond de moi... Ça a été le cas pour moi, en tout cas. C'est ce que je voulais faire. Je veux suivre le cheminement de Yidir, arriver à bercer un enfant. J'aurais aimé que les parents puissent l'acheter et la lire à leur enfant d'une manière poétique, d'une manière comme on le comptait jadis dans nos familles. Ainsi, ils vont bercer leurs enfants. C'était mon but. Bon, j'espère que je vais y arriver, c'est tout. Inch'Allah, bien sûr, pourquoi pas. Donc, aujourd'hui, il faut dire que les enfants lisent quand même. Hein. Donc, on a reçu beaucoup de libraires qui nous disent, puis on l'a vu à travers le SILA, on l'a vu à travers le festival de la BD, que les enfants quand même s'intéressent. Comme vous avez dit, il suffit juste de les orienter. À chaque fois que j'arrive à faire le SILA, ça a marché. Oui, je suis entré par beaucoup d'enfants, effectivement. Oui. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Kamel Bentaha pour ce beau partage et de nous avoir bercé ce matin donc avec ce beau conte aussi, avec cette tradition orale. C'est vrai que aussi Tazkourt pour nous, lorsqu'on dit Tazkourt aussi, on se réfère à la beauté. Effectivement. Alors, lorsque deux vieilles parlaient, donc on se réfère à la beauté. Donc lorsqu'une vieille femme vous dit que cette fille Tazkourt, c'est-à-dire il faut comprendre qu'elle est belle, sage et intelligente. Donc comme vous l'êtes aussi, comme sont toutes les femmes de notre pays, sans oublier ma mère, ma femme et ma fille que je félicite au passage, elle a eu son bac cette année. Donc je lui dis bravo.
Et vous êtes une référence, voilà, et c'est une référence, un exemple pour ces deux frères, Amayas et Eliane. Merci beaucoup. Donc, Kamel Bentaha, je rappelle, vous êtes BDiste. Merci beaucoup pour ce beau partage ce matin. Alors, vous avez rendu hommage à Edir, donc à travers vos bandes dessinées, à travers l'un des titres de vos bandes dessinées. Donc, nous aussi, on a choisi ce matin de rendre hommage à Edir en votre compagnie, et ce sera à travers une chanson donc de Edir que je vous propose donc d'écouter. On se retrouve juste après. L'hommage à Edir. En ce moment, Samira Hadjamar vient de nous rejoindre. Samira, bonjour. Bonjour Nour. Comment vas-tu, Samira? Alhamdoulilah, très bien. Alhamdoulilah. On va voyager aujourd'hui. On va voyager, oui. On va aller du côté du sud. Oui, dans le Gourara. Dans le Gourara. À Adrar. On va découvrir aujourd'hui un patrimoine immatériel. Oui, on va faire ça à la cool. Oui, inestimable, exactement. L'Ahlil. Tellement inestimable qu'il a été classé patrimoine mondial. Il a été classé en 2 fois. Il a été classé la première fois en 2005. Et ça fait partie en fait des 5 choses à savoir. 5 choses, voilà. Mais il y a tellement de choses à savoir sur l'Ahlil qu'on ne pourra pas, je pense, le faire en 5 choses comme ça rapidement. Ouais, mais on va dire que tu as sélectionné 5 choses, peut-être marquantes, les plus marquantes. Mais il y en a d'autres. Voilà, peut-être rappeler ce que c'est l'Ahlil du Gourara, qui, à la base, en réalité, c'est un patrimoine donc algérien, musical à la base, mais ça allait de l'Égypte jusqu'à l'extrême ouest du continent africain. Ensuite, c'est un genre musical donc poétique, algérien. Il est à la fois
profane et religieux. Ça, c'est Mouloud Mamri qui nous le dit. Et il dit aussi que c'est une manifestation donc musicale, poétique et littéraire. Pourquoi Mouloud Mamri? Et ça vient en deuxième chose. Parce que c'est lui qui l'a découvert dans les années 70 et c'est celui qui s'y est intéressé en premier. On va dire c'est celui qui a essayé de le protéger et de le sauvegarder au maximum à partir des années 70. Donc de 71 à 79, il n'a fait que travailler dessus. Il a fait le tour des Rsour, des Zaouïas, parce que ça se passe surtout dans les Zaouïas, et pendant les célébrations, les cérémonies, exactement. C'est quelque chose donc, qui est chanté. Pour déjà rappeler, donc on revient, je crois que l'ordre est fichu. Ahlil, il y a tellement de belles choses à dire. Voilà, exactement. Juste pour la signification. Il n'y a pas d'ordre finalement. Oui, carrément. Juste pour la signification. Ahlil, il y en a qui disent que c'est Ahlil pour les gens de la nuit parce que ça ne se chante, ça ne se pratique, ce rituel se pratique que la nuit en général, mais ça se pratique donc c'est mixte. Hommes et femmes peuvent y participer. Il y a des Ahlil femmes, ça existe, et il y a des Ahlil hommes. Donc Mouloud Mamri, qu'est-ce qu'il a fait? Donc de 71 à 79, il a fait le tour donc, de toutes les Zaouïas, il est allé dans tous les Rsour, il a fait la transcription, il a enregistré et il a écrit, surtout. Il a écrit pourquoi? Parce que l'Ahlil, c'est surtout, on va dire, c'est chanté dans la langue zénète. Et justement, chanté dans la langue, et on va peut-être écouter un chant polyphonique. Voilà. C'est joli. Allez, on y va. Ça va rester en sourdine. Ah, c'est super. Et ça va nous accompagner durant toute la rubrique aujourd'hui. C'est génial. Donc, donc, les gens de la nuit, ou tahlil, qui veut dire louange en arabe, et c'est toujours des louanges c'est des lectures de Coran aussi, et des louanges à Dieu, bien sûr, pour glorifier donc Dieu. Mouloud Mamri, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un livre et il a retranscrit. Donc, tout ça pour que ça ne parte pas, parce que la langue zénète, bien sûr, n'est plus utilisée. Et il a eu peur que ça disparaisse. Donc lui, il a eu la chance aussi de rencontrer un maître Abchiou, je crois que ça s'appelle. J'ai du mal à le prononcer parce que c'est en berbère. Voilà. Donc, alors, Ahlil veut dire aussi Izelwan, c'est de la poésie. Et ce terme, on le retrouve aussi à Raldaya, où la poésie est transmise de mère en fille. On le retrouve aussi Ahlil chez les Touaregs, lorsqu'ils célèbrent la Speiba. Donc, la Speiba qui est célébrée, je crois, ça clôture la Hashura. C'est le deuxième jour. C'est une cérémonie, bien sûr, comment on va dire, lunaire. Ça n'a pas une date fixe. Ça suit le calendrier lunaire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur Ahlil? En 2005, il est proclamé, c'est-à-dire sur la présentation de simples photos, quelques photos, il est proclamé chef-d'œuvre de l'humanité par l'UNESCO. Et en 2008, lorsque l'Algérie a préparé, parce qu'il y a eu un dossier important, il a été classé dans la liste représentative des chefs-d'œuvre de l'humanité. Donc ça, c'était en 2008. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Alors, Mamri l'a découvert dans la wilaya d'Adrar, à Timimoun, à proximité, dans une zaouïa, dans une oasis qui s'appelle Charouine. Ça, c'était en 70. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que... L'intitulé du livre de Mouloud Mamri, c'est l'Ahlil du Coran. Mais il a écrit plusieurs, parce que avant le CNRPH, donc Mouloud Mamri a été le directeur qu'on voit à l'écran, il a été le directeur du CRAP. Donc le CRAP, c'est l'ancienne appellation de l'actuel CNRPH. Le Centre national de recherche anthropologique et préhistorique. Voilà. Donc il est au boulevard, il est en haut du boulevard de Didouche Mourad, il est à Kharmoul. On peut y aller, ils ont une super bibliothèque et tout. Et le livre qu'on voit, c'est exactement, c'est la couverture. Parce que le CNRPH et le CRAP ont toujours édité des ouvrages, donc qui s'adressent aussi bien à l'universitaire qu'aux élèves, enfin toutes les personnes. Exactement. Donc, comme je l'ai dit, Mouloud Mamri a eu l'occasion de rencontrer un Abchniou, c'est-à-dire un maître.
un maître de l'Ahlil. Il est resté là-bas, il a assisté à plusieurs cérémonies, il a rencontré Sidi Djilali, il a rencontré Sidi Moussa, tout ça est transcrit et c'est très important. Et c'est grâce à ça que ça a été, on va dire, protégé et que ça se perpétue. Donc chaque année, il y a des célébrations, que ce soit selon le calendrier agraire, parce qu'il y a des célébrations, aussi pendant ce bois. Ce bois qui est, je crois, la semaine prochaine. C'est ça. Oui, la semaine prochaine. Voilà, cette semaine. Cette semaine, c'est jeudi prochain. Voilà. Le 28, mercredi, le 28, voilà. C'est la veille. Oui, mais c'est 2 jours fériés. La veille et le lendemain, voilà. Et puis on compte les 7 jours. On va voir tout ça en images oui, on va voir peut-être un exemple de hadra. Oui. C'est une hadra. Allez, on va voir ça en images. Puis c'est très envoûtant, vraiment, écouter ce genre de oui. Alors, de il y a les étoiles, il y a... Oui. Il faut imaginer que ça se passe la nuit, hein, oui, donc là oui. c'est... Au coucher du soleil et ça dure jusqu'à toute la nuit. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Mouloud Mamri? Il nous dit que dans une hadra comme ça, il y a un soliste, c'est un gouel. Et autour de lui, ça va de 20 et plus personnes. Donc il y a 20 personnes, ce sont les chœurs. Et donc toute la nuit, ça psalmodie, on va dire, ça dit des louanges à Dieu, ça dit plein de choses en zénith que je ne maîtrise pas. Donc ça doit certainement être étudié, traduit. Oui, bien sûr, tout ça est traduit et on peut le retrouver sur le site du CNRPH comme ailleurs et dans la documentation du CNRPH. Qu'est-ce qu'il dit aussi, Mouloud Mamri? Il dit que donc pour Ahlil, on peut utiliser 2 instruments, donc soit une flûte, soit un gombri, mais jamais les 2 à la fois. Donc c'est soit une hadra avec une flûte de bout en bout ou un gombri de bout en bout. Voilà. Donc comment se compose l'Ahlil? On a 3 parties et je te cache pas, il faut que je lise les noms. Donc, il y a la première partie qui est la Mserrah. Donc ce sont des chants courts et là tout le monde peut chanter. Ça va au départ de la soirée. Ensuite ça avance pendant la nuit jusqu'à l'aube. On a l'Augrot. Voilà. Et vers les premières lueurs du matin, de l'aube, on a la partie le tra. Voilà, c'est ça l'Ahlil. Et c'est toujours le même groupe qui exécute le chant. Non, alors pour le tra par exemple, ça finit avec le soliste, mais seuls les meilleurs des chœurs finissent avec le soliste au début. Pour le Mserrah, c'est tout le monde qui chante. Donc tout le monde chante, tout le monde, tu as vu, c'est dans ils sont en ronde en fait et en général ils sont collés. Donc pour le prochain spot, je suis pas sûre qu'ils soient, à cause du Covid, ils soient l'un à côté de l'autre comme ça. Je pense qu'il y aura un petit... mais ils le feront. Ils le feront tout en respectant le protocole. Et l'intérêt de l'Ahlil, c'est que ça continue à être perpétué. Oui. S'ils ne le font pas, ça risque de disparaître. Enfin, disparaître, non, puisqu'aujourd'hui, on a transcrit. C'est un patrimoine immatériel qui est passé dans le matériel parce qu'on a des enregistrements, on a des livres qui ont traité de ça, et on a encore de jeunes personnes qui aiment ça et qui le pratiquent. Voilà. Beaucoup de chercheurs aussi. Chercheurs, on a Belil, Ali Saïd qui a travaillé dessus, enfin pratiquement les chercheurs du CNRPH, mais il y a beaucoup on va dire, d'amateurs de l'Ahlil. Et chaque année, c'est pris d'assaut. S'il n'y avait pas le Covid, il y a un monde fou qui descend effectivement.
Effectivement, donc j'imagine que ça va se faire cette année, tout en respectant le protocole. Inch'Allah. Moins de monde peut-être qu'habituellement, mais que d'habitude. Mais Oui, parce qu'il n'y a pas d'avion. Voilà. Mais déjà, eux, pour le SPOA, c'est 7 jours, donc ils vont d'un Qsor à l'autre, d'une Zaouia vers une autre, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Timimoun le dernier jour. Et là, c'est un très très joli spectacle. Voilà. Il est magnifique. Effectivement, Voilà. c'est à voir. Voilà. Peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine, Inch'Allah. Voilà, c'est moi, à j'ai voir. déjà assisté. Tu as déjà assisté? Non, j'ai pas eu l'occasion Plusieurs d'assister. J'ai assisté au Sbour au niveau de Béchar, mais Ahlil, non. Je n'ai pas encore vu. Sbiba, j'ai vu. Oui, Sbiba, magnifique. Sbiba, aussi. j'ai vu. Très coloré, très. Et elle célèbre la paix, c'est la réconciliation entre les peuples. Parce qu'il y avait eu une grande guerre et la Sbiba est faite pour rappeler la paix. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Samira, pour ce beau voyage. Merci. Voilà, magnifique. Samira, tu restes avec nous? Oui, pour les bêtises. Tu restes avec nous pour les bêtises? J'adore ça, les bêtises. Tu en as plein à nous raconter cette fois-ci. Non, je suis une gentille fille, sage. Oui, c'est vrai, tu es gentille. Très sage, comme une image. Pas de bêtises? Non, jamais. Moi non plus, hein, j'en ai pas fait tellement. Hein. J'en ai fait beaucoup, et heureusement d'ailleurs. Oui, heureusement d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs. On aura des choses à raconter aux enfants, probablement, avec Meissa, peut-être. Il ne faut pas faire des bêtises, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, hein. c'est pas bien. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Exactement. C'est surtout ça. Allez, on va retrouver Meissa dans un petit moment pour parler des bêtises. Mais avant cela, Nassiba Jaidir, elle est partie donc au niveau de l'atelier de Abdelrahman Kahlan où elle s'est intéressée à des ateliers de dessin qui ont été organisés au profit des enfants. À tout de suite. Avant de rejoindre l'atelier, on prend le temps de choisir son matériel. Le matériel requis pour un loisir créatif. Entouré par des enfants, le plasticien Abdelrahman Kahlan les met d'ores et déjà dans le bain. Dans cette boutique bien achalandée, on achète de la gouache, des palettes, des pinceaux et d'autres fournitures. On a déjà le verre, on a acheté déjà le verre. La colle, on n'a pas besoin aujourd'hui. Sur la terrasse, le petit groupe va partager l'expérience d'une activité manuelle. Pour cet après-midi récréatif, l'heure est à l'initiation. On a commencé à travailler sur des supports basiques, sur des feuilles. Et après, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape qui est le support céramique et le cerne. En fait, le cerne, ce n'est pas vraiment pour travailler avec pour les enfants, c'est beaucoup plus pour... mais moi, j'ai une technique de leur apprendre à travailler avec le cerne sur la céramique. Par les gestes, la parole, Kahlan les accompagne pas à pas et les guide. Il explique et leur apprend les techniques de base. Il y a un peu de verre, très joli. À chacun son rythme et sa sensibilité. La peinture, un bon moyen de développer son regard et la confiance en soi. Un bon moyen aussi de jouer en couleurs et d'exprimer sa créativité. En groupe, on découvre et l'on manipule les matières. J'aime faire la peinture depuis que je suis petite. C'est une activité que j'aime depuis très longtemps. On a pris des feuilles, on les a peintes en jaune, en rouge, en vert et après on les a collées sur la feuille pour faire des feuilles d'automne. Tu peux me montrer ce que tu as fait? Tu peux me montrer ça? Waouh, c'est joli ça! J'ai appris à faire de la peinture et aussi à des dessins. Tu peux nous montrer ce que tu as fait? Comme ça, face à la caméra? Waouh! C'est magnifique, Nana! J'aime faire la peinture et c'est une activité que tout le monde aime. Et aussi, moi je veux rester, faire un autre dessin. Est-ce que tu as envie de revenir la prochaine fois? Oui. Beaucoup. Tous les week-ends, je veux venir ici. Le temps d'un après-midi pour partager avec ses petits garçons et ses petites filles sa passion pour la peinture. Tu veux une petite?
Et voilà, c'était donc un reportage sur l'atelier pour enfants de Nassiba Djadir qui, elle, s'est donc déplacée aux compagnies de Abdelrahman Kahlan, donc qui a proposé ces ateliers pour enfants. Alors, on a de la visite aujourd'hui, Samira. Oui, je crois la reconnaître. Moi aussi, je crois la reconnaître, mais là, j'ai... C'est pas Maïssa, mais c'est qui je crois. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, je ne suis pas Maïssa, je suis Super Nanny Maïssa. Ouais, d'accord. Et dites-moi, y a-t-il des enfants turbulents dans cette pièce? Elle? Je ne crois pas. Non, c'est... Je vais vous remettre à votre place. Oh là 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 là. Mais dis-moi, mon Houda, Hani fait-il des bêtises? Car si c'est le cas, j'aimerais bien venir faire une petite visite pour en savoir plus de lui. Histoire de faire beaucoup plus connaissance. Si vous voyez ce que je fais. Moi, il fait penser à Mademoiselle Rouge. Hani, mon chéri, Planque-toi. je te conseille d'aller voir papy et mamie, En de urgence. te cacher quelque part en urgence. Ah, j'ai bien peur là. Oui. Bonjour, Madame Super Nanny Maïssa. Bonjour. Bon, revenons à la réalité. Et plutôt, tu nous as fait peur pendant 2 secondes. Tu nous avais peur là, hein. Franchement, Maïssa, t'as bien joué le jeu. Hein. Oui, car aujourd'hui, on va parler des bêtises. Des bêtises, et elle en parle avec un grand sourire. Hein. Donc là, le retour. Tu sais, quand je t'avais vu, quand tu es rentrée au studio, j'avais pensé à une dame qui passait dans un dessin animé qui est très connu, qui a marqué un petit peu notre jeunesse, notre génération, Sarah, qui est Anissa Minchin. Anissa Minchin. Anissa Minchin. Elle était comme ça, elle avait les mêmes lunettes, elle était très sévère, comme ça, on n'avait vraiment pas intérêt à faire des bêtises avec elle. Sarah la princesse. Sarah princesse, oui. Donc celle qui gérait le pensionnat, on va voilà, dire. celle qui gérait, voilà. En arabe, on l'appelait Anissa Minchin. Oui, Voilà, il passait en était- plusieurs versions. Plusieurs versions, effectivement. Oui. Et donc aujourd'hui, Madame Super Nanny Maïssa, qui est revenue, Maïssa, heureusement d'ailleurs, hein, tu nous as donné une belle trouilla ce matin. Et on va parler des bêtises aujourd'hui. Exactement. Et alors, voilà. oui, alors les bêtises, c'est une étape incontournable du développement de l'enfant. Étape incontournable, Ouais. Samira, hein. Il faut la pratiquer. Incontournable. Exactement. Il faut la passer pratiquer. par là. Oui, car pour certains, elles sont nécessaires à son développement et pour d'autres, alors elles sont caractéristiques de l'enfant qui découvre la vie. Bon, comme je vous le disais, c'est une étape incontournable du développement de l'enfant. Les bêtises font partie de ses découvertes et apprentissages. D'accord. Oui, elles diffèrent selon l'âge, le caractère et l'histoire de l'enfant. Des bêtises, il y en a de toutes les formes. Dangereuses, accidentelles, volontaires, involontaires, méchantes, gentilles, dangereuses, Mignonnes. drôles, mignonnes. Ah, bêtises mignonnes. Samira, tu te classes dans quelle catégorie? Toutes les catégories. Toutes les catégories. Toutes les Drôles, catégories. petites, énormes, etc. Donc, Quand oui. même. Mais toi, Maïssa, t'en as fait des bêtises. Tu en fais des bêtises plutôt. Alors, moi, je fais pas vraiment, à part de me chamailler plusieurs fois dans la journée avec mes frères et sœurs. Sincèrement, je fais pas Passage des obligé. Oui. Il Passage faut obligé, s'imposer, voilà. t'as raison. Te laisse pas faire, moi je t'encourage. Sauf, j'aimerais bien Ah, vous grosse raconter- bêtisière qui parle. Hein. J'aimerais bien vous raconter une petite anecdote, si je Ouais. peux. Donc, l'anecdote, alors moi, je faisais pas beaucoup de bêtises quand j'étais petite. Bien sûr. Mais on me disait que je pleurais beaucoup. Ah. Oui, pleurais beaucoup à chaque moment, quand j'avais faim, quand j'extériorisais mes émotions en pleurant. T'as raison. En pleurant, Et donc, voilà. oui, et donc mon frère, qui avait le plus grand, pas Adam, Anas, et donc il était tout petit, il avait 4 ans, il avait 4 ans, 5 ans, il avait entendu une conversation de mon père et ma mère. Ma mère avait dit à mon père d'aller acheter des couches. Parce qu'il n'y en avait plus. Et donc mon grand frère maintenant, Anas, il avait entendu et il est parti tout seul, sorti de la maison. Oh là. Il a descendu les escaliers, il est parti chez le magasin. Il lui a dit « Maman t'a demandé de me donner des couches. » Oh là là. Heureusement, le magasin le connaissait, donc il lui a donné. Il est revenu, il a fait le retour et il est revenu à la maison. Et il a dit « Tiens, maman, j'ai ramené les couches. » Bon, ça relève un petit peu de l'intelligence aussi, Oui, de la responsabilité, débrouillard. débrouillard. Mais il faut pas oui. le faire.
Mais il ne faut pas le faire. Là, ça rentre un petit peu dans la catégorie dangereux. Dangereuse et un peu drôle quand même. Un peu drôle, oui, un peu drôle. Donc, alors, entre 1 et 3 ans, les bêtises, alors c'est la période expérimentale. À cet âge-là, le bébé a besoin de toucher, de manipuler, il met tout dans sa bouche. C'est ça. Oui, c'est ça. Il met tout dans sa bouche. Oui, et puis à cet âge-là, les bêtises sont involontaires. C'est plutôt faire tomber la nourriture, verre. Voilà. Oui, exactement. Donc, alors, il découvre le monde petit à petit autour de lui, exactement. Oui. Et donc, il peut être maladroit aussi. Oui. Alors, vers 4 ans, l'enfant comprend ce qu'il a le droit de faire et de ne pas faire. Oui, et déchiffre les interdits. Il arrive même à évaluer les conséquences de ses actes. C'est déjà bien à 4 ans. Vers 5-6 ans. Et il adore faire tout ce qui est interdit. Oui, mais il les déchiffre quand même. Voilà. Donc vers 5-6 ans, l'opposition et l'agressivité disparaît peu à peu au fur et à mesure que l'enfant commence à maîtriser son langage et ses capacités motrices. À quel moment il met les doigts dans la prise? Alors c'est vers 1-3 ans. D'accord. On ne connaît pas le danger. À 3 ans, on ne connaît pas le danger. On ne connaît pas ce qu'on fait, donc on touche un peu tout. Et il dévale les escaliers en général. Quand on met pas les protections, que ce soit pour les prises ou les escaliers. C'est pour ça qu'il faut rester derrière lui. Il ne faut pas le laisser tout seul à la maison. Après, on fait des bisous guéritous. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Donc, à partir de 7 ans, l'âge de raison, les bêtises à répétition prennent un autre sens. Il y a de la manipulation et de la provocation dans l'air. On s'impose. Oui, exactement. Donc, comment comprendre, maintenant on a su les bêtises de 1 à 3 ans, etc. On va comprendre ce qu'est les bêtises, comment comprendre les bêtises de son enfant. Alors, les bêtises peuvent, surtout souvent répétitives, sont là pour attirer l'attention des adultes. Car l'enfant a besoin de se faire entendre. Voilà, de s'imposer, de se faire entendre. Il veut beaucoup d'attention aussi. Exactement. Et toi, tu fais quoi pour attirer l'attention de ta maman? Des bêtises. Je pleurais beaucoup. Oui, que ça. Oui, je faisais pas beaucoup, je me souviens. Mais genre, pas. maman. Non, mais tu sais, mais ça, ce qui serait intéressant, c'est de lui poser à elle la question et lui dire, et toi, quelles étaient tes bêtises et comment tu as attiré l'attention de tes parents? Voilà. Moi, je criais aussi papa. Il a fini par ne pas. Ça, c'est passage obligé de toutes les filles, j'imagine, hein, parce que moi aussi, je criais comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai jeté des œufs sur les voisins. On dégonflait les pneus des voisins, mais j'étais j'avais pas 4-5 ans, j'étais un peu plus âgée. Oui, on dégonflait les pneus. Heureusement que j'ai déménagé depuis 2 fois, donc ils ne sauront pas exactement. Ce qui était rigolo, c'était surtout de sonner à la porte des voisins et de prendre la fuite. Exactement. Voilà. Et de balancer des œufs. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une tas de choses. De l'eau aussi. On remplissait des ballons d'eau et on les lâchait sur les gens. Pas mal de choses. Pas mal de choses, voilà, il y en a. On volait les fruits dans les arbres quand on était en vacances en Kabylie. Oui. Après, ils nous courent derrière et tout, c'était sympa. C'était sympa. Ça fait de très jolis souvenirs. Voilà, de très jolis souvenirs, voilà. C'est surtout ça. Et donc, Meissa, tu disais, comment on comprend, on gère un petit peu les bêtises des enfants? Oui, alors à travers ces bêtises, l'enfant lance des avertissements à l'adulte qu'il juge trop peu présent ou disponible. 3. L'enfant a besoin de connaître les limites des adultes et du monde pour se développer et construire sa personnalité. C'est ça la provoque, hein? Oui. Jusqu'où les parents vont aller Oui. Non, il ne fera pas, c'est interdit. Oui, exactement. Donc 4. Les bêtises peuvent être sa réponse à de nombreux problèmes, que ce soit familiaux, quotidiens ou scolaires. Quand par exemple il a eu des problèmes à l'école, il revient à la maison plutôt, il commence à pleurer, il fait des bêtises. Ça c'est quand il a des problèmes. Donc c'est comme ça on peut comprendre. Donc voilà, il faut aller vers l'exploration finalement, essayer de discuter avec l'enfant voir et de savoir voir ce qu'il y a derrière. Et c'est là où la communication est importante. C'est importante, oui. Exactement. Donc 5, l'enfant teste les capacités de résistance et l'autorité. Quelle intelligence. Franchement, excuse-moi, ça me rappelle une chose. Ma mère, moi, elle courait pas, elle envoyait une bléra qui arrivait plus vite que mon. Et donc,
Alors, en s'affirmant, l'autorité de l'adulte en s'affirmant, et cela passe par la confrontation à l'adulte. C'est ça, donc, il défie la société pour exister par lui-même. Alors là, nous avons répondu à la question comment comprendre les bêtises de son enfant. Maintenant, comment réagir à ce genre de bêtises? Surtout ne pas frapper. Oui, surtout ne pas la blairer. Pas trop. Surtout pas de blairer. La louche, je pense qu'elle a dans la main. Oui. Donc, il faut instaurer un cadre parental cohérent. Les parents doivent se mettre d'accord au préalable sur les règles à respecter. C'est valable pour toutes les personnes qui gardent l'enfant, que ce soit la nounou ou les grands-parents. Et quand je parle de grands-parents, les grands-parents, c'est vrai qu'ils nous chouchoutent beaucoup. Oui, ils pardonnent. Il y en a des gens qui nous regardent là, des grands-parents qui nous regardent, ils savent très bien de qui on parle, hein, ils vont se sentir bien visés. Oui, et donc... heureusement qu'ils sont là, hein, ils font un grand équilibre quand même. C'est vrai. Donc, la réponse à une bêtise doit être régulière et systématique, et il ne faut pas faire d'exception. Car votre enfant, si la bêtise est passée une fois, il va se dire dans sa tête qu'elle passera sûrement une deuxième fois. Ouais. C'est la résistance de l'enfant. Exactement. Et qu'est-ce qu'elle ferait, Super Nanny, là-dedans? Qu'est-ce qu'elle ferait? Je sais pas, peut-être qu'elle lui fera... Alors, il faut pas punir, je suis sûre qu'elle l'aurait pas puni. Ce qui est sûr, c'est qu'Annie n'est pas à la maison. Non, attends, tu punis, mais tu frappes pas. Tu veux dire, on tape pas, mais on punit. Mais moi, je préfère réparer. Enfin, c'est prouvé psychologiquement. Tu prives de sortie, tu prives de dessert, de chocolat. Il faut d'abord expliquer, ensuite passer à la punition. La punition, c'est vraiment le dernier recours. Voilà, alors... ne développe aucune compétence chez l'enfant. Voilà. Il faut préférer réparer la bêtise. Réparer, par exemple, si l'enfant écrit sur les murs, il est mieux de réparer, de l'encourager à suivre. Voilà. Lui donner des feuilles. Exactement. Voilà. Lui dire non, c'est pas sur le mur quand on dessine, c'est sur les feuilles. Ouais. D'accord. Alors ça c'est très bien parce que c'est ce que j'avais fait une fois avec Hani. Il avait complètement écrit sur les murs. Je lui avais dit ce serait plus intéressant que tu écrives sur une feuille que je pourrais transmettre avec moi partout. Et donc là, je penserai à toi à tout moment. Et donc depuis, je n'ai plus ce problème. Merci beaucoup, Meissa. Ça a été un plaisir aujourd'hui. Ça nous a replongé un petit peu dans notre enfance, Samira. Oui. Merci, Samira, beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci. On se quitte comme à l'accoutumée avec une belle chanson. Avec une fabuleuse chanson. Fabuleuse chanson. Voilà. Alors, je vais profiter donc cette matinée pour féliciter deux de nos jeunes hommes qui ont décroché leur bac, à savoir Bekalem Rachid et Bekalem Ayman. Donc, félicitations, bravo pour l'obtention de leur bac. Samira, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci beaucoup, Madame Super Nanny Meissa. Bis Meissa ou Meissa Bis. Voilà. Alors, on se quitte avec une belle chanson. Oui. Alors, je vais vous chanter la version de Bébé Lily, Je ne sais faire que des bêtises. qui a été aussi chantée par Sabine Paturel dans les années 80-90. Moi, j'adore l'interprétation de Meissa. Je l'ai entendue quand elle répétait. Voilà. Merci. Donc, merci. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous retrouverez demain, Inch'Allah, Smaïl Belkaïdia à partir de 8h30 de Constantine. Je vous retrouverai à partir de lundi. Bonne journée à tous et pas de bêtises. Et comme t'étais toujours